Ah bah oui. Est-ce que tu veux toujours pour toujours? C'était la question que posait ce jeune homme, Marc Lavoine. Donc, la réponse, ça dépend. Ça dépend de qui? Ça dépend de l'autre, figurez-vous. Et si vous souhaitez avoir un amour durable, est-ce que vous avez eu l'idée un jour de dire, je vais appeler un ami scientifique, il va me donner un coup de main? J'ai un copain chercheur. J'ai un copain chercheur. Mais ils ont cherché, figurez-vous. Ils sont peut-être aperçus que le cerveau avait la capacité d'aimer longtemps. Ils ont peut-être trouvé ça, les scientifiques, qui avaient un peu plus au-delà de 3 ans. Les chercheurs en neurosciences, il y a une dizaine d'années, vous vous souvenez, Lucie Vincent, neurobiologiste qui avait beaucoup écrit sur l'amour, disait l'amour dure 3 ans. C'était une vision évolutionniste parce qu'on considérait que l'être humain devait être en lien amoureux jusqu'à l'autonomie, l'indépendance de la progéniture de l'enfant, à savoir entre 18 et 36 mois. Et elle était partie du principe que l'amour devait durer entre 18 et 36 mois parce que c'était une nécessité biologique de survie de l'enfant. Or, 10 ans après, de nouvelles études sur l'amour durable, expérience faite par IRM, par ces chercheurs, ces neurobiologistes, et qui nous expliquent aujourd'hui que l'amour peut être durable à certaines conditions. Et pour cela, il faut que les cerveaux des amoureux entrent en résonance, entrent en synchronisation. Ils ont prouvé que deux cerveaux de deux amoureux pouvaient justement avoir cette espèce d'alchimie, de fusion presque électrique entre deux cerveaux lorsqu'ils partageaient des moments ensemble. Ah oui, d'accord. Mais sans qu'ils le sachent. Sans qu'ils le sachent. Ça se travaille alors? Ça se travaille, c'est-à-dire que plus vous partagez de moments, plus vos cerveaux entrent en synchronisation, en résonance, et plus c'est un gage d'amour durable. On a soumis l'étude. Ah oui, faites-moi voir ça. Les dernières études dont on dispose sur l'amour nous font tout repenser. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'amour n'est pas quelque chose qui est là ou qui n'est plus là, mais quelque chose qu'on va entretenir, un sentiment partagé qui doit être entretenu. Alors parfois, certains couples l'entretiennent sans s'en rendre compte, mais sinon, ce qu'il est très important et ce qu'on a pu montrer, c'est que le couple vive des moments de résonance positive partagés. Chaque fois que je partage une activité avec mon conjoint dans une ambiance bienveillante et mutuelle, eh bien, je nourris, je maintiens mes capacités à continuer de l'aimer et à faire durer cet amour qui existe entre nous. Et sans ce travail de maintenance de la vie conjugale et de l'amour d'un partenaire pour l'autre, peu à peu, l'amour va s'éteindre, va s'étioler. Cette résonance positive, on a pu l'identifier avec des études de neuroimagerie notamment. On montre que lorsque les gens partagent des moments d'affection, de bienveillance, des activités qui nourrissent l'amour, eh bien, une zone cérébrale, une zone du cerveau qui s'appelle l'insula, qui est une zone où sont traitées les émotions et les sensations corporelles, s'allume chez l'un et chez l'autre à peu près en même temps. Et on a comme ça tout un tas d'indices qui montrent qu'il y a une réalité biologique à ces moments de résonance positive. Et c'est pour ça qu'ils nourrissent l'amour, parce qu'ils entraînent aussi des modifications au niveau de la sécrétion de certains neurotransmetteurs, comme l'ocytocine, qui est en quelque sorte l'hormone de l'attachement, l'hormone de l'amour au niveau de notre cerveau. Et donc c'est assez passionnant, parce que ça modifie complètement notre vision de l'amour. Beaucoup de gens pensent que l'amour nous tombe du ciel et puis qu'il reste ou qu'il ne reste pas et que ça ne dépend pas de nous. En réalité, ça dépend énormément de nous et de notre attention à ce qu'il y ait suffisamment dans nos couples de moments de complicité, de moments de partage, de moments d'affection. Entretenir. C'est bien ça. L'amour s'entretient, on le savait culturellement, mais les neurobiologistes et les scientifiques aujourd'hui le prouvent que l'amour s'entretient, c'est ça qui est intéressant. Alors il y a un mode d'emploi dans le livre ou pas? Il y a un mode d'emploi dans le livre et surtout dans les études qui sont parues. Le couple dure aussi grâce à la bienveillance de l'un pour l'autre et des pensées bienveillantes, c'est-à-dire vouloir que l'autre soit heureux, vouloir qu'il soit bien tout seul, sans soi. Particulièrement, les pensées bienveillantes et le partage d'activités, c'est ça qui va stimuler ce qu'on appelle notre système de récompense. Les neurones de notre cerveau ont du plaisir justement grâce à ce système de récompense, et ce sont les pensées bienveillantes et le partage d'activités qui fait que ce système de récompense se met en route et procure du plaisir et la chimie du plaisir. Mais comment on peut établir des règles qui sont valables pour tout le monde?
C'est comme l'horoscope, ça. Chacun d'entre nous a un mode d'emploi, non? Eh ben, je pense qu'il faut lutter contre la société individualiste dans laquelle on vit. Le couple est devenu individualiste aussi, c'est-à-dire que chacun a son loisir, ses activités, sa tablette, son smartphone. Et à force d'avoir des activités personnelles, séparées, on arrive à être sur deux autoroutes différentes et il n'y a plus de partage, il n'y a plus de synchronisation et il n'y a plus de moments où les cerveaux entrent en résonance. Si vous voulez, l'individualisme le mode tue d'emploi tel le que couple. vient de vous l'expliquer Laurence, et n'oublie pas d'être heureux. Donc les petits dessins, Les c'était... petits dessins, il faut saluer notre dessinateur Pung et merci à Christophe André et pour son ouvrage bienveillant et ô combien utile.